I'm joining you tonight from the Canadian War Museum. Bonjour, je me joins à vous du Musée canadien de la guerre à Ottawa. Merci d'avoir syntonisé un de nos événements. Je m'appelle Dean Oliver et je suis directeur général par intérim du Musée canadien de la guerre. Le Musée canadien de l'histoire militaire est situé fièrement sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Algonquin-Anishinaabe avec qui nous travaillons étroitement. Le fait de reconnaître où nous sommes est un élément clé de nos rapports avec les communautés autochtones au Canada. Beaucoup d'entre vous, vous nous joignez de différentes régions du Canada. Alors pensez un peu au peuple autochtone de votre région. J'aimerais souhaiter la bienvenue à certains panélistes, l'historienne Kathy Grant, capitaine Kevin Jr., le lieutenant-colonel Shelley Peters à la retraite, écrivain, professeur et poète Dr. George Elliott Clark, le major John Redmond, Russell Gross, directeur exécutif du Centre de la culture noire de la Nouvelle-Écosse, et notre animatrice, Sarah Anyongo, qui organise également Black on Black le samedi matin sur CHUO 89.1 FM. Merci de vous être joint à nous ce soir. Le mandat du Musée de la guerre est de réunir et de distribuer l'histoire des Canadiens en période de guerre. Nous voulons nous assurer que nos projets et présentations reflètent les expériences diversifiées et les points de vue diversifiés de l'expérience historique du Canada, non seulement en les reconnaissant, mais en respectant et donnant de la valeur aux personnes qui sont reflétées par des histoires. Un projet, c'est l'exposition Une communauté en guerre, le service militaire des Canadiens noirs dans la région du Niagara, présenté ici en partenariat avec le musée de la guerre de Niagara. On parle de l'histoire de 22 Canadiens noirs qui sont battus pour la liberté à l'étranger, même quand ils n'avaient pas l'égalité ici au Canada. Je vous encourage fortement à visiter l'exposition si vous êtes à Ottawa dans les semaines et mois à venir. Même si la discussion ce soir reflète les thèmes de d'autres programmes dans nos deux musées, le musée de la guerre et le musée canadien de l'histoire, cet événement est plus universel qu'un programme pour un mois spécifique. C'est un aperçu de comment les chercheurs, les écrivains travaillent, ce qui les motive, quels sont les domaines qui doivent être mieux exposés, comment faire enquête d'événements moins bien connus du passé et comment peuvent-ils relier cela aux enjeux contemporains pour créer une compréhension meilleure du passé et une meilleure compréhension d'un avenir plus équitable. En 2022, le gouvernement du Canada a offert des excuses officielles aux membres du bataillon de construction numéro 2 ainsi que de leurs familles et descendants pour le traitement qu'ils ont reçu avant et après leur service au Canada pendant la Première Guerre mondiale. C'était un point tournant. Au Canada, le service en période de guerre des groupes marginalisés n'a pas été reconnu. Que se passe-t-il maintenant qu'une forme de reconnaissance, même si une forme importante, a eu lieu? Que faire maintenant? Les universitaires, les militants, les citoyens de différentes disciplines, expériences explorent l'interrelation de l'histoire de la race et de l'exclusion des voix. Ce soir, vous vous joignez à cette discussion. Le Musée de la guerre est très heureux de présenter cette discussion. J'espère que cela vous donnera de nouvelles perspectives. J'ai maintenant le grand plaisir de remettre la parole à notre animatrice, Sarah Anyongo. Sarah, c'est à vous. Merci. Merci, Dean. Et bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Sarah Anyongo
Je suis également membre du conseil de Black History Ottawa et je suis très heureuse d'être votre hôte et animatrice ici ce soir. Au-delà des excuses, l'avenir de l'histoire militaire des Noirs. J'aimerais vous donner une brève orientation des éléments de ce webinaire. Est présenté en anglais avec traduction simultanée en français. Pour démarrer l'interprétation simultanée, cliquez sur l'icône du globe terrestre au bas de votre écran, puis choisissez la version française. Vous pouvez régler le volume et l'option de traduction à votre guise. If you have any questions for us, please... Si vous avez des questions pour nous, utilisez l'onglet questions et réponses. Vous avez également la possibilité de poser des questions. Gardez le chat pour les commentaires d'ordre général. Avant de passer à l'événement principal, la discussion du panel, nous aimerions souhaiter la bienvenue à Russell Gross, directeur exécutif du Centre culturel noir de la Nouvelle-Écosse. Il a été impliqué dans la protection, la préservation et la promotion de la culture et de l'histoire des Noirs de la Nouvelle-Écosse depuis plus de 25 ans. Russell a participé aux excuses officielles faites par le gouvernement aux descendants du bataillon de construction. Il ne pouvait pas être ici ce soir, mais on est heureux qu'il ait fait ce cours vidéo pour parler un peu de ce bataillon de construction qui nous permettra de nous placer dans le contexte de la discussion. Suite à ce vidéo, le docteur George Elliott Clark, poète, auteur, universitaire et l'arrière-petit-enfant du capitaine Andrew William White, aumônier de ce bataillon de construction, va lire le poème Lamentation du soldat noir, écrit par le capitaine George Borden. Salutations de la Nouvelle-Écosse. Je m'appelle Russell Gross, directeur exécutif ici au Centre culturel de la Nouvelle-Écosse. C'est un plaisir de me joindre à vous virtuellement pendant ce mois de l'histoire noire. Et vous allez penser au legs du bataillon de construction numéro 2. J'aimerais vous parler un peu de l'historique du bataillon. Au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, beaucoup d'hommes noirs voulaient servir leur pays. Ces hommes ont été refusés, ils ont été rejetés dû au racisme anti-noir. Certains hommes, on leur disait, c'est une guerre des Blancs, et à d'autres, on vous appellera quand on aura besoin de vous. Dans cette expérience, les Canadiens noirs se sont vus refuser le droit de servir. Après 2 ans de lobbying, une solution a été offerte. En 1916, il y avait un besoin urgent d'unité de travail et le Canada a accepté une demande de la Grande-Bretagne de former un bataillon de travailleurs noirs. Le bataillon de construction numéro 2 a été autorisé le 5 juillet 1916. Le recrutement a commencé dans les maritimes et le 19 août, c'était un des bataillons qui pouvait recruter au Canada, aux États-Unis et aux Barbades. Le 28 mars 1917, le bataillon a quitté la Nouvelle-Écosse et est arrivé à Liverpool, en Angleterre. Les hommes ont été envoyés pour appuyer les opérations canadiennes dans les montagnes de France. Ils voulaient maintenir les routes et construire un chemin de fer pour le bois. Ils étaient impliqués également dans la coupe de bois. Le bois coupé par ce bataillon était très utilisé dans les tranchées, les premières lignes. C'était utilisé pour renforcer les côtés des tranchées pleines de boue. C'était utilisé pour construire les chemins de fer, les huttes et beaucoup d'autres utilisations. Du bois a été également utilisé pour construire les avions. Ce bataillon a pu doubler la production du bois. À la fin de la guerre, la plupart des hommes de ce bataillon sont allés à Halifax
et ont été renvoyés dans leur province d'origine. Le bataillon de construction numéro 2 a été libéré le 15 septembre 1920 quand la force militaire canadienne a été dissoute. Leur bataillon est devenu une mémoire. Pendant des décennies, l'histoire du bataillon de construction numéro 2 était une partie inconnue de l'histoire du Canada. Ceci a lancé un voyage de recherche qui a commencé aux années 1980, fait par le sénateur Kevin Rock, qui voulait se renseigner sur ce bataillon. Avec la recherche de Rock, il y avait la recherche effectuée par le fils de ce bataillon, William Gale, à Montréal. Beaucoup de la recherche continue aujourd'hui. La reconnaissance annuelle du bataillon commençait en 1983 sous le leadership du capitaine George Borden. C'est un événement annuel dans ce site qui était l'origine du bataillon en 1916. D'autres reconnaissances incluent le premier travail universitaire complété en 2002 et une thèse en 2000. En 2001, on a vu la libération du film Honneur avant la gloire, qui parle du journal personnel de Andrew William White. En 2016, le lobbying du descendant Robert Garnier auprès de Canada Post a permis la création d'un timbre. Pendant la 100e année du bataillon numéro 2, en 2016, beaucoup d'événements de recherche ont eu lieu à travers le Canada pour commémorer les contributions, y compris le 100e anniversaire de cette exposition du bataillon numéro 2 créée par Kathy Grant et avec l'aide de Yost. En 2020, une discussion avec les descendants et les fonctionnaires a eu lieu en Nouvelle-Écosse pour demander une excuse officielle. 2 ans plus tard, le gouvernement du Canada a émis des excuses officielles. Comment pouvait-on ne pas les voir comme des héros? En tant que pays, nous avons oublié de reconnaître leur apport pour ce que ça valait, leur travail difficile, leur sacrifice, leur volonté de privilégier leur pays. Je suis ici aujourd'hui pour en fait présenter des excuses officielles du gouvernement du Canada pour la façon épouvantable dont on a traité ces patriotes. Le racisme ouvert qui consistait à en fait rejeter les bénévoles ou les volontaires noirs lorsqu'ils ont offert de sacrifier leur vie. Nous, on est désolés de n'avoir pas permis aux patriotes noirs de lutter aux côtés de leurs collègues blancs. Les membres du bataillon de la construction, nous sommes vraiment désolés pour ce qu'on vous a fait, pour avoir échoué dans la responsabilité donc d'honorer les membres du bataillon numéro 2 et leurs descendants, et pour le racisme vraiment épouvantable qu'on a témoigné envers ces gens et le manque de dignité dans leur vie et dans leur mort, nous sommes désolés. Aujourd'hui, nous continuons de célébrer le dévouement et la bravoure de ces soldats du 2e bataillon de la construction. Nos forces armées canadiennes travaillent afin de promouvoir le changement et la diversité, et plutôt ce mois, les hommes canadiens la monnaie canadienne a donc honoré ce bataillon
en émettant une pièce en leur nom. J'ai maintenant le grand honneur de réciter ce poème par ce soldat merveilleux et qui a en fait lamenté dans ce poème le capitaine George Borden, et dans ce poème intitulé La lamentation du soldat noir. L'appel donc nous a fait sortir pour aller servir la couronne avec le dos courbé, et nous avons construit tout ce qu'il fallait faire, mais sans jamais en fait tirer dans la colère. Nous, on n'a pas été des héros. Jamais une fois on n'a été reconnus comme des héros, et nous avons fait notre travail malgré la honte qu'on nous a en fait témoigné, et malgré tout cela, nous avons bâti et nous avons tout fait pour montrer notre valeur en tant que des hommes noirs fiers, et nous avons en fait écourté les jours du Kaiser, du port de la Nouvelle-Écosse jusqu'à la place Sea Point, en traversant vers la France, où il y avait ce conflit, et nous avons donc passé par la Jura et la place Péronne, et nous on était là pour redresser les torts. Le bataillon numéro 2, avec 600 hommes, en fait nus jusqu'à la taille, avec beaucoup de sueur, avons fait tout ce qu'il fallait, et nous avons en fait tout fait. Nous avons soulevé très haut, à partir des tranchées très profondes, vers le ciel, des troupes qui ne se battaient pas, et pourtant, nous, on est morts. Alors, la paix restaurée, la bataille gagnée, la sueur des Noirs et le dur labeur des Noirs avaient donc vaincu les Allemands, et le sang noir a été versé, des corps noirs ont été estropiés, mais pas de médaille pour les Noirs courageux, et pourtant, on était fiers. Notre fierté n'était pas en fait réduite, mais le temps va faire venir d'autres guerres et nous donnera plus de tâches difficiles, et là, on pourra démontrer notre courage, notre force, et préserver le droit en repoussant les mauvais, et nous allons chanter fièrement le chant de guerre, et nous chanterons fièrement la chanson de la guerre. Wow. Oh my goodness. Okay, and so eh bien, que faire après cette démonstration et cette prestation? Merci beaucoup, George Elliott Clarke, ancien poète parlementaire également. Donc, commençons la discussion du panel en présentant tous les panélistes pour que vous sachiez qui est là. On a Kathy Grant, qui est en fait enseignante et fondatrice de Legacy Voices. Elle est là pour s'assurer de la documentation et de la préservation de l'histoire noire du Canada. Nous avons également Kevin Jr., qui a servi dans les Forces armées canadiennes pendant plus de 3 décennies. C'est un leader et champion de la diversité et de l'inclusion. Nous avons George Elliott Clarke, que vous venez de rencontrer, et qui enseigne en fait la littérature afro-canadienne à l'Université de Toronto.
Nous avons également Shelley Peters. Ça, c'est de l'histoire ici même. Elle est en fait pionnière dans l'armée canadienne. Elle a été la première femme noire à servir dans la GRC et en 2008, après 24 ans dans la police militaire, elle a pris sa retraite avec le rang de lieutenant-colonel et puis en 2009, elle a été intronisée comme officier de l'Ordre du mérite militaire et elle travaille actuellement au bureau du conseil privé. Et enfin, John Redmond, ancien soldat du 48 Highlanders du Canada et officier donc du régiment royal canadien avec plus de 43 ans de service. Je pense qu'il y a plus de 100 ans de service sur cette scène. Voilà pourquoi vous voyez tant de médailles. Alors, entrons dans le vif du sujet tout de suite. Commençons par demander à tous les panélistes de parler de vos liens avec l'histoire militaire canadienne. Commençons par vous. Je suis John Redmond et je trouve que ça, c'est une occasion idéale et merveilleuse de se rassembler pour discuter de ce sujet majeur, c'est-à-dire le bataillon de la construction numéro 2. Le travail qui a été entamé est merveilleux et je pense que l'avenir montre que la voie est ouverte, la voie est grand ouverte et j'ai commencé ma carrière en 1965 dans le 48th Highlanders. J'étais soldat et j'ai continué au sein de l'armée régulière et je suis resté avec le régiment royal canadien. J'ai un lien avec le bataillon numéro 2 de la construction parce que mon grand-oncle James Paris a servi dans ce bataillon à l'étranger. Je n'ai jamais rencontré ce grand-oncle, mais j'ai vu ses photos. Et le lien, rien qu'à travers l'histoire de ce bataillon numéro 2 de la construction est là. Et je pense que le rôle que nous devons jouer maintenant et le rôle que je dois jouer maintenant, c'est peut-être de me renseigner davantage sur l'histoire de ce bataillon numéro 2 de la construction et de pouvoir contribuer de quelque façon que ce soit à pousser plus loin l'éducation dans le domaine du souvenir de la commémoration de ce bataillon numéro 2 de la construction. John, vous avez dit avant que vous aviez en fait joué un rôle. Oui, j'ai eu le grand privilège et l'honneur pendant l'événement en Nouvelle-Écosse en 2016. J'ai eu le grand honneur d'être le coordonnateur de la scène qui commémorait dans le 100e anniversaire de la formation de ce bataillon numéro 2 de la construction. C'était une excellente occasion de rencontrer des militaires d'à travers le pays qui avaient participé et c'était une grande occasion de revoir la merveilleuse histoire de ce bataillon numéro 2 de la construction. L'un des aspects émouvants, c'était lorsqu'on s'est réunis pour voir le film. On a réfléchi là-dessus et puis j'ai signifié le rôle des anciens membres de ce bataillon, de voir les visages vraiment brillants des gens qui ont reconnu des membres de leur famille. Ça valait le déplacement. Merci pour ce rappel. Cathy, tes liens avec l'histoire militaire canadienne. Oui, mes liens avec l'histoire des militaires canadiens noirs, ça découle de mon grand-père qui s'est porté bénévole pour lutter pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est venu en 1942 des Barbades avec 30 autres collègues et ils étaient près de 300 anciens combattants noirs qui sont venus des Antilles et c'est au musée de la guerre qu'on a honoré ces soldats pour la première fois. En 2005, on les a honorés ici même, au musée de la guerre. Et avant le décès de mon père, il m'a fait promettre de continuer de raconter l'histoire et de documenter, de préserver ainsi que de partager les récits de nos anciens combattants noirs du Canada. Et j'ai tenu cette promesse et j'essaie de véhiculer cette information dans les écoles et aux enseignants à travers le Canada et à travers la planète. Nous avons une page Facebook
Et nous avons également, en fait, l'année dernière, on avait un site web qui racontait les histoires des anciens combattants noirs du Canada. Et l'année dernière, on avait également un documentaire intitulé Les libérateurs noirs pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on ciblait donc les récits des anciens combattants. On voulait éduquer les gens, on voulait que les gens apprennent cette histoire, l'histoire des gens qui étaient fiers de servir. Donc, c'est mon rôle de poursuivre cet héritage. Merci beaucoup. Chose drôle, Cathy et moi, on s'est rencontrés lors des funérailles de son père et c'est ainsi que j'ai embarqué dans cette histoire. Ça, c'est une histoire pour un autre jour. Monsieur Juno, parlez-nous de vos liens avec l'armée canadienne noire. Alors ça a vraiment préparé le terrain pour la discussion. En 1980, moi, j'étais là au collège et un recruteur est venu me dire, est-ce que vous voulez un emploi? Et j'ai décidé d'y aller pour l'été. Et mon été n'est pas terminé, même aujourd'hui. Mais au cours de mon cheminement, j'ai eu la chance de devenir un sergent-major de mon unité. Et ça, c'est en fait le poste le plus élevé pour un sous-officier. Et dans mon rôle, on m'a parlé de l'histoire du 2e bataillon de la construction. Et après cela, je n'ai pas pu lâcher. J'ai constaté que là, c'était une histoire très riche qu'on devait en fait approfondir. Et l'ancien ministre Hadjen, je l'ai vu hier soir et il est venu me dire, Kevin, merci d'avoir été mon mentor et mon conseiller. Donc, à travers la connaissance que j'ai eue de ce bataillon numéro 2 et le lien avec le ministre, je ne sais pas si ça a aidé, mais heureusement, il a en fait entamé le processus qui a mené aux excuses qu'on a aujourd'hui reçues. Shirley Peters, votre lien avec l'histoire. Eh bien, Sarah, comme vous l'avez mentionné, j'ai eu le privilège de servir 24 ans dans les forces militaires canadiennes et j'ai eu beaucoup d'expérience et beaucoup de premières. Mais je suis la fille de Walter Peters, qui est le premier pilote noir du Canada. C'est un mentor et un modèle, en plus d'être mon père. Basé sur le travail fait par Cathy et le travail de l'unité des femmes, j'ai pu me renseigner sur certaines des luttes que mon père a connues dans la discrimination qu'il a subie. Alors, un des points forts de ma carrière, c'était mon dernier poste, directeur des droits de la personne et de la diversité. Cela m'a permis de bien comprendre les luttes des groupes qui recherchent l'équité et de comprendre que nous devons tous accepter la responsabilité d'effectuer les changements. Voilà quelque chose que j'ai essayé de faire, de donner le bon exemple. Et en parlant aux gens, je leur fais savoir que ça ne s'est pas fait facilement. On a parcouru une partie du chemin, mais il faut continuer à travailler. Vous avez oublié de mentionner que vous avez suivi votre père. Walter Peters, Feu, était le premier officier noir des forces militaires canadiennes. Monsieur Clark, votre lien et que faites-vous pour faire la promotion? Eh bien, cela commence avec le fait que je suis l'arrière-petit-fils du docteur capitaine Andrew White, qui était le premier officier sans commission, qui était l'aumônier du bataillon. En tant que jeune à Halifax, on m'a beaucoup parlé de lui et de sa fille Portia. Les deux ont été des modèles. Et moi, je viens de Halifax. Halifax est la meilleure base navale de l'Amérique du Nord. Alors, ayant été élevé en Halifax, j'ai été bombardé de l'histoire militaire, pas nécessairement l'histoire noire, mais l'histoire militaire. Et en tant que ville qui a connu l'explosion de Halifax en 1917, j'ai été élevé
Et je suis dans le domaine des arts, je suis plus ou moins pacifiste. Néanmoins, j'ai été infecté par cette gloire militaire et éventuellement, surtout quand je suis devenu adolescent et un jeune homme, je suis devenu beaucoup plus conscient et sensible du rôle effectué par le bataillon de construction numéro 2. La grande ironie, ça a été mentionné dans les excuses l'année dernière, mais il y avait un aspect ironique. Le Canada était en guerre pendant la première guerre, la Grande Guerre, pour défendre la démocratie, les droits de la personne, la liberté et la justice. Et pourtant, ces qualités étaient refusées aux Canadiens noirs ainsi que les Canadiens autochtones et d'autres minorités. Et pourtant, ces hommes noirs, en dépit de l'oppression qu'ils subissaient à l'époque au Canada, voulaient se battre pour la vraie démocratie, se sont joints au bataillon de construction parce qu'ils comprenaient l'oppression. Merci beaucoup, Georges. Cela prépare le terrain pour la prochaine question. On a vu cette vidéo, on a vu des aspects de ce qui s'est passé dans les excuses l'année dernière. Pourriez-vous me dire quelle a été votre réaction? Certains d'entre vous étaient présents en Nouvelle-Écosse pour cette excuse le 9 juillet. On peut commencer par Kevin. Je t'ai vu beaucoup à la télévision. Parle-nous un peu de cette situation. J'ai vu la vidéo et ça m'a rappelé, j'ai vu le premier ministre du Canada qui était devant à peu près 2000 personnes et il a fait des déclarations très fortes. Il a dit on s'excuse du racisme anti-noir. Le groupe de personnes devant lui se sont levées et ont fortement applaudi les paroles qu'il a utilisées. Ces paroles, c'était un chèque disant on s'excuse de ce que nous avons fait. Mais on est arrivé à un moment dans l'histoire où ce chèque ne peut pas être encaissé. Les mots formidables qui ont suscité l'émotion de tout le monde ce jour-là, et pourtant, nous regardons au-delà des excuses, et selon moi, le lendemain des excuses, quelqu'un a mis le pied sur les freins. Et l'élan qu'on avait le 9 juillet, qui a touché toutes les parties de notre pays, a cessé. Eh bien, on va revenir à cela. Dans cette conversation, on parlera de ce qui s'est passé après ces excuses, ce qui devait avoir lieu. Est-ce que vous avez été ému comme tout le monde? Bien, j'étais heureux de voir que le premier ministre a donné ses bonnes paroles. J'étais responsable des liens avec les descendants. J'étais heureux pour les descendants. Ils ont ressenti que c'était la bonne chose à faire. Je me rappelle que certaines personnes sont venues me voir pour dire maintenant, on peut être relax. Une personne, après l'excuse, est allée à Africville. Il a dit, on a bouclé la boucle. On a maintenant les excuses. Une première excuse pour la communauté noire, à ma connaissance. Alors, il est allé à Africville et il va recevoir des excuses de ses ancêtres. Il dit, maintenant, je peux partir en paix. Alors, je me sens bien parce que nous avons pu réunir tout cela pour permettre aux descendants d'être satisfaits. J'étais heureux de voir ces excuses. Je vais m'arrêter là. Cathy, tu étais également là. Je t'ai également vu à la télévision. Parle-nous un peu de cela. Tu as pris beaucoup de photos.
Eh bien, le cœur des excuses pour moi, c'était de regarder les descendants et ce qui a été fait pour ces descendants. Alors, tous les enfants, certains des enfants sont encore en vie. Alors, il y a une personne avec 90 ans, c'était un des enfants de ces militaires. Il y avait de la musique de l'Église. Beaucoup de ses descendants sont très impliqués dans l'Église. Un de ses descendants s'est levé pour dire Alléluia. Cela m'a frappé et j'étais heureuse de voir la fierté. Il y a une personne qui s'appelait Padina Gale, que je n'avais jamais rencontrée, est venue des États-Unis pour participer aux excuses. Son père était Amos Gale. Il a noté 1300 Noirs qui étaient impliqués dans la Première Guerre mondiale. C'était un plaisir de la voir, de l'embrasser, de voir tous les descendants. Cela m'a rendu fier. Et j'étais bien sûr triste que George Borden, qui était une des personnes qui avait demandé ses excuses, était décédé. Merci. Monsieur Redmond. Eh bien, moi, je voulais simplement dire que je vais pas revenir aux commentaires de Kevin, qui était formidable, Kevin. Je suis d'accord, oui. On a émis un chèque, mais tu as également mentionné que c'était une situation où l'excuse a eu lieu et tout le monde est rentré chez eux. De mon point de vue, une excuse, ce n'est qu'un début. C'est un début d'une longue route pour s'assurer que le bataillon de construction numéro 2 soit respecté. Et il reste beaucoup de travail à le faire. L'excuse, c'était un début, c'était pas la fin. Mais vous étiez là le 9 juillet? Malheureusement, je n'étais pas là, non. Mais vous l'avez observé là? Après, oui. George. Eh bien, il est difficile de trouver les bonnes paroles. Est-ce qu'il y a un autre poème? Eh bien, pas vraiment, mais je peux dire une chose. Dans l'histoire du Canada, surtout l'histoire récente des 30 ou 40 dernières années, beaucoup d'excuses ont été offertes pour différents groupes de Canadiens qui ont été déçus pour de bonnes raisons et pour qui l'excuse n'était pas la fin de l'histoire. Il y a eu des types de réparations qui ont été suggérés, qui ont été présentés et acceptés par ces communautés qui avaient été durement touchées. Alors, je crois que c'était une justice, une question de justice pour les Canadiens noirs de recevoir une plus grande reconnaissance des sacrifices de nos ancêtres dans plusieurs secteurs qui ont aidé à construire ce pays. On ne doit pas oublier qu'il n'y avait pas simplement deux peuples fondateurs du Canada. Il faut garder à l'esprit que tout le pays était autochtone, mais il n'y avait pas que les deux peuples fondateurs du Canada. Il y avait un troisième groupe fondateur et ce troisième groupe, c'était les personnes qui étaient des esclaves à l'époque de ces gouvernements. Et nous, les descendants de ces personnes, de ces esclaves, les personnes qui avaient été marginalisées, qui se sont vues refuser des emplois et de l'éducation, doivent également être compensées, doivent avoir leur justice respectée par voie de mesures appropriées pour s'assurer que notre citoyenneté est vraiment respectée au lieu d'être quelque chose qu'on rend suspect. George Eliot Clark, voilà cette citation, ce qui prépare le terrain, bien sûr, pour ma prochaine question. J'ai l'impression que oui, il y avait de l'émotion, de la fierté, mais qu'il y avait une certaine déception, un anticlimax. Alors, je sais
que Cathy et Kevin étaient impliqués dans le groupe qui a été consulté et qui ont aidé à préparer ces excuses. Et il y a eu également des recommandations qui ont été faites. Je crois qu'il y en avait à peu près 8. Alors, quelle devrait être la prochaine étape, selon vous, au niveau des discussions et des actions? Alors, vous avez fait des allusions à cela. Et quelle devrait être la prochaine étape pour faire durer le legs de ce service militaire des Noirs? Monsieur Redmond, vous avez commencé à parler de cela. Eh bien, oui. Alors, concernant l'éducation, je crois que toutes nos publications qui parlent de cette époque de l'armée canadienne, l'époque de la Première Guerre, devraient être revues pour s'assurer que toutes les unités qui sont battues à l'étranger soient incluses dans l'histoire militaire du Canada. Je doute fort que le bataillon de construction numéro 2 est suffisamment mentionné et devrait être inclus dans l'histoire des Noirs et l'histoire militaire enseignée dans nos écoles et universités. Voilà quelque chose qui est dû. Il faudrait revoir l'histoire pour s'assurer que ce bataillon de construction soit bien représenté. Très bien. Cathy, au niveau des excuses et des 8 recommandations. Une des recommandations qui a été présentée à l'époque, c'est le fait de frapper une médaille, une pièce de monnaie. On a Kwame Delphus qui a conçu cette médaille, est ici parmi nous. C'est la 3e médaille qu'il a préparée. On veut également voir la continuation de l'histoire au niveau de l'éducation. À ce moment-ci, on voit que cette histoire est mieux reconnue dans les écoles, mais on peut en faire plus. L'histoire de la Première Guerre est obligatoire dans les écoles canadiennes et j'aimerais que beaucoup plus d'histoire des Noirs soit enseignée quand on parle de cette guerre. Shirley, que peut-on faire pour intégrer cela dans l'enseignement de la Première Guerre? Eh bien, il y a le concept d'une bibliothèque mobile. La bibliothèque va rentrer dans la communauté et les membres pourront rentrer dans ce musée mobile pour obtenir de l'information et des connaissances. À ce moment-ci, une des choses que nous pouvons faire, c'est de créer une exposition itinérante, une salle de cours de ce bataillon, le fait d'avoir un autobus qui aurait tous les renseignements nécessaires, il y aurait un présentateur et tout ce qu'il faut pour parler du bataillon de construction numéro 2. Si les personnes ne viennent pas au Centre culturel noir et au Musée de la guerre, il faut apporter ces connaissances à la communauté pour qu'ils puissent rentrer à volonté et on peut faire la promotion de cela. Ce musée mobile pourra aller d'un océan à l'autre. Je respecte le gouvernement et leur processus décisionnel. Je suis certain qu'il sera possible de trouver l'argent pour créer ce musée mobile pour le pays. C'est fabuleux. Une expérience d'immersion qui traverse les communautés. Excellent, Shelley. Je pense qu'il faut organiser plus d'événements comme celui de ce soir. L'attention que cet événement recevra, les capacités des réseaux sociaux de répandre la parole et d'expliquer ce qui s'est passé. Les excuses, c'est important. Les excuses reconnaissent donc l'histoire. Les excuses sont maintenant consignées dans l'histoire et c'est ainsi qu'on apprend et c'est ainsi qu'on avance.
en apprenant de son passé. Le travail de Cathy, Legacy Voices et les témoignages du Musée canadien de la guerre, ce sont là des artefacts majeurs qui captent en fait l'histoire de nos anciens combattants noirs. Et si ceux qui suivront auront l'occasion d'apprendre et de comprendre d'où ils viennent et l'évolution de l'armée canadienne, et en avançant vers une société plus inclusive et vers une armée plus inclusive, dans une culture plus ouverte, ils doivent comprendre le passé. Ah non, on met cela dans la formation militaire au Canada même. Parlons-en, ce sera une conversation difficile mais incontournable pour que les gens comprennent pour faire mieux. Oui, merci pour cette constatation, Georges. Deux choses rapidement. Les gouvernements et les sociétés vont commémorer tout ce qu'ils jugeront important. Le fait que les soldats noirs, jusqu'ici, n'aient pas été considérés comme valant une commémoration, c'est un jugement sur des gouvernements et de la société. Et le contre-argument, c'est de rappeler à tout le monde ce que signifiait la Première Guerre mondiale et tous les autres conflits. Mais pour revenir à la Première Guerre mondiale, c'était une lutte concernant l'Afrique parce que pour la Première Guerre, c'était en fait le résultat de la conférence de Berlin de 1884 et 1885, où Otto von Bismarck a convoqué les dirigeants des soi-disant grandes nations à Berlin pour discuter de la façon d'éviter de se battre. Et ils ont décidé qu'il s'agissait en fait de s'attribuer différentes parties de l'Afrique à divers empires, y compris l'Italie et l'Allemagne. Évidemment, la France a obtenu l'Afrique du Nord et la Grande-Bretagne a obtenu beaucoup de territoires souhaités. La Belgique a obtenu le Congo pour ruiner et en fait exploiter cette contrée. Et la conséquence de cela, c'est que ça n'a pas pu empêcher la Première Guerre mondiale d'éclater. Ironiquement, les hommes noirs du Canada, qui en fait voulaient aller défendre la Grande-Bretagne et le dominion du Canada, essayaient également de dire à l'Allemagne et à d'autres puissances, eh bien, il faut laisser l'Afrique tranquille. Une autre façon de dire cela, c'était que l'histoire africaine faisait partie de l'histoire canadienne. Donc, les soldats canadiens noirs faisaient partie d'un récit international concernant l'engagement du Canada et l'intervention canadienne en Afrique et avec les Africains, les peuples africains au pluriel. Donc, il incombe aux Canadiens de comprendre ce lien très profond, en commençant par le transfert des Maroons et des loyalistes noirs en Sierra Leone en 1792 et 1796. Oui, ça c'est très profond. C'est pour cela que j'aime que tu sois du panel parce que j'apprends toujours quelque chose. Vous tous avez effleuré les façons d'enseigner aux Canadiens et aux Canadiens noirs l'histoire militaire canadienne noire. Mais qu'est-ce qui serait le plus efficace comme moyen de le faire? Parce que tous les moyens ne sont pas également efficaces. Et de quoi aura l'air l'efficacité? Qui se sent d'attaque? Quand saura-t-on que le moyen choisi a été efficace? Oui, moi, je vais m'essayer à y répondre. Je pense que le contact avec les jeunes et intéresser les jeunes à cette démarche en commençant par un récit ou deux et puis élargir le récit. Je sais qu'on travaille et je sais que Bibliothèque et Archives et Canada, avant ces excuses, avait numérisé tous les dossiers liés au 2e bataillon de la construction en les rendant disponibles en ligne et on a partagé cela avec les enseignants avant les excuses officielles et on a commencé à se servir de ce matériel dans différentes organisations et différents organismes sont en train d'exposer cela pour que les étudiants apprennent et établissent des liens. Et je trouve que cela, c'est important parce que ça humanise les gens. Il y a une histoire que j'ai partagée. On a identifié un soldat qui était la première personne noire
à aller à l'Université du Manitoba pour étudier la médecine. Il a abandonné ses études pour faire partie de ce bataillon numéro 2 de la construction en Outre-mer, et après cela, le gouvernement canadien l'a envoyé terminer ses études et on a pu situer ou trouver des renseignements concernant ce soldat à travers les dossiers numérisés grâce à Bibliothèque et Archives Canada. Ça, c'est excellent. Numérisé et puis humanisé en personnalisant. C'est ça? Oui. Kevin, vous avez participé à beaucoup d'événements commémoratifs. Cathy se charge des écoles, mais vous vous spécialisez dans les commémorations. Est-ce efficace? Je pense que ça a été très efficace. Quand les individus voient un homme noir qui a réussi et qui leur parle de la négritude, de ce que c'est que de vivre le racisme et de vaincre le racisme dans sa tête, parce que le racisme, ça va être là pendant longtemps, mais on ne peut pas laisser le racisme nous vaincre et on ne peut pas se laisser en fait ralentir par le racisme et nous empêcher de réaliser nos objectifs. Lorsque je parle aux Noirs, je leur parle des défis, tout en leur disant que moi, j'étais celui qui était en dehors de la salle du conseil en écoutant les conversations des gens qui contrôlaient la salle du conseil. J'apprenais leur discours pour qu'ils puissent m'y inviter. Et éventuellement, je suis devenu président du conseil d'administration. Voilà mon message que je véhicule. Je pensais davantage au fait que lorsque vous allez en Nouvelle-Écosse et que vous vous retrouvez dans une commémoration ou devant un mémorial, c'est surtout cela que je voulais dire. Et l'efficacité de cette démarche, si efficacité il y a. Oui, je lis cela également aux événements parce que lorsque je participe à un événement, bon, moi je suis là et comme le dirait Maya Angelou, je me lève et je suis là dans l'uniforme des Forces armées canadiennes. Et je fais savoir à tout le monde, sans prononcer un mot, que moi, je détiens maintenant un rang dans les Forces armées canadiennes après avoir été sergent-major. Et j'ai reçu des médailles qui témoignent des tournées que j'ai faites. Et les Forces armées canadiennes disent que j'ai été intronisé dans l'ordre du mérite pour les services rendus à mon pays. Voilà ce que je montre aux gens lorsque je participe à ces événements. Et lorsqu'ils se demandent qui êtes-vous? Alors ça marque les esprits. Shelley, quelle est la façon la plus efficace pour vous? Je pense que Cathy a vraiment vu juste en disant qu'il fallait qu'on parle aux jeunes. Les jeunes doivent comprendre parce qu'à la fin, ils ont le pouvoir et ils vont faire avancer les choses. Pour moi, si on pouvait aller dans les écoles et mettre cela dans le programme scolaire et faire à ce que ces jeunes comprennent cela, ce serait préparer le terrain pour la réussite parce que là, ça ferait partie de leur vie, une grande part de leur vie. Ce ne serait plus quelque chose de spécial parce que ce serait donc intégré dans leur quotidien. Et pour moi, ce serait ça la réussite. Oui, dans ce sens-là, le bataillon numéro 2 de la construction et son héritage, c'est quoi l'inspiration qu'on en tire aujourd'hui? Monsieur Redmond, vous avez des liens familiaux avec ce bataillon. Comment est-ce que cela vous inspire aujourd'hui? Je trouve cela inspirant parce que ça m'interpelle et ça me pousse à revoir l'histoire de ma famille. Et j'ai encore beaucoup à faire à ce niveau. Des événements comme celui-ci, les excuses officielles et tout ce qui va suivre, ce sera bien. Concernant le bataillon numéro 2 de la construction, ça va
me donner des forces et me pousser à aller faire de la recherche sur mes antécédents, mon passé et sur ma famille, plus que ce que j'ai fait jusqu'ici. Je ne suis pas le seul. Tout le monde sera donc affecté d'une façon ou d'une autre par cette situation. Et à mon sens, c'est ainsi que ça va m'inspirer. D'accord, Cathy. Je pense que la pièce commémorative m'inspire. Je peux la toucher, je peux sentir sa texture et je trouve que les jeunes sont attirés par le clinquant, les choses rutillantes. Et on a eu cette présentation avec la pièce qui commémore la vie d'Oscar Peterson. L'année dernière, on a donc frappé une pièce et cette année, c'est le bataillon numéro 2 de la construction qui est commémoré par cette pièce. Et il y a donc c'est la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Corée. Et ça, c'est au-delà du bataillon numéro 2 de la construction. Et là, on apprend l'histoire militaire canadienne et tout ce que cela implique et tous ceux qui ont servi. Je trouve que la fierté qu'on voit dans les étudiants qui voient quelqu'un qui leur ressemble et même quelqu'un qui ne leur ressemble pas, de savoir que ces personnes ont servi, c'est cela qui m'inspire. Lorsqu'on voit les enfants qui disent « Ah, j'ignorais cela », et puis les réseaux sociaux et la numérisation, c'est cela qui va continuer d'inspirer les enfants. Merci, Kevin. Le bataillon numéro 2, ça a disparu depuis longtemps, mais à ce jour, ça continue d'inspirer. Mais comment? Comment est-ce qu'il vous inspire? Eh bien, le fait d'avoir des hommes qui se sont vus dire que c'est la guerre des Blancs, on ne vous veut pas. Si ça avait été moi, je serais rentré chez moi, tout simplement. Mais ces hommes ont dit non, je suis votre égal. Je veux l'occasion d'aller à l'étranger pour servir et peut-être même donner ma vie. Cela m'inspire. Moi, je me joins dans l'infanterie. Ces hommes-là n'ont pas pu se joindre à l'infanterie. Moi, j'aurais été une des personnes à l'avant de ces personnes en tant qu'officier, où dans le passé, seul un homme blanc était là. Alors, je suis debout sur les épaules de ces hommes noirs fiers. Alors oui, il m'inspire beaucoup. Shirley, bien, vous savez, plus j'apprends, et comme John, je dois continuer mon apprentissage, mais le fait d'apprendre me permet de mieux apprécier le traitement, la démoralisation, la déshumanisation, et pourtant, ces personnes se sont battues pour un pays qui ne les voulait pas. Et c'était il y a une centaine d'années, ça c'est pas très long dans l'histoire du monde. Alors pour moi, de voir qu'un groupe d'hommes a fait cela, qu'ils ont persévéré en dépit du traitement qu'ils ont reçu, le fait de vouloir contribuer au Canada, cela m'inspire. Et finalement, Georges, eh bien, pour ajouter à tout ce qui a été dit, en réponse à votre dernière question, je dirais que la partie la plus inspirante concernant ce bataillon de construction numéro 2, c'est le fait qu'ils sont allés en Europe. Ils représentaient le concept de l'intervention humanitaire, de l'internationalisme, pas seulement au nom de l'Empire britannique ou du Dominion du Canada, mais au nom des personnes de couleur des Caraïbes, de l'Afrique, du Canada, de l'Amérique du Nord. Ils ont démontré notre pleine égalité et intégrité, notre croyance dans l'importance de représenter, de nous battre, d'être les championnes de la liberté, de la justice et de l'égalité. Le fait de voir que les gens venaient des Caraïbes, de partout au Canada, des États-Unis,
pour se joindre à ce bataillon de construction, aller en France, qui était attaqué par l'ennemi. C'était une déclaration de leur croyance dans la nécessité de l'internationalisme pour assurer des pratiques humanitaires de la part de tout le monde, partout au monde, et de faire cela à une époque où la plupart du monde était sous le contrôle des peuples européens. Si vous regardez en arrière 70 ans, la carte du monde était contrôlée par les peuples européens et les satellites tels que les États-Unis. Ces hommes, il y a une centaine d'années, se battaient pour le droit des nations composées de personnes de couleur à contrôler leur destin en disant qu'ils étaient des êtres humains à 100%, qu'on oublie Darwin. Alors, un point final sur notre discussion. Merci beaucoup de vos propos, de vos commentaires. Alors maintenant, nous allons regarder ce vidéo. On a parlé d'éducation, un vidéo qui a été fait en collaboration avec la commission scolaire de York. On va regarder cette vidéo et Cathy nous parlera brièvement de la genèse de cette vidéo. Les soldats du bataillon de construction numéro 2 étaient des soldats qui sont portés volontaires. Et il y avait le ministère de Défense en l'an 2007 qui a honoré les contributions de ces soldats noirs. Et nous avons honoré ces soldats depuis plus d'une décennie. Alors, l'enthousiasme et la passion n'a pas encore été réduit. On veut honorer nos soldats et de nous assurer que les étudiants apprennent ce qui s'est passé. Le fait d'enseigner l'histoire, c'est pas simplement la lecture des livres. Nous, on ne veut pas glorifier la guerre. Tout le monde veut se renseigner plus sur cette partie de l'histoire du Canada. Et maintenant, il y a beaucoup d'exemples. Il y a des images, il y a des sources primaires. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas apprendre. Et le moment est venu pour les enseignants de comprendre qu'ils ne doivent pas se limiter au statu quo, de raconter l'histoire du point de vue de quelqu'un d'autre, comme on l'a fait depuis des années. Mais il faut changer la situation. Raconter l'histoire canadienne comme elle existe. Et une partie de cela, c'est le rôle du bataillon de construction numéro 2. L'interprète s'excuse. On n'a pas de son. Alors, pourriez-vous nous dire comment vous avez fait ce vidéo? Il y avait une enseignante qui s'appelait Rebecca Mitchell de la commission scolaire qui suivait notre page Facebook et elle voulait diffuser ces histoires. Alors, ils ont créé un outil, une carte Google du bataillon de construction numéro 2, où ils ont indiqué tous les endroits où sont allés le bataillon. Les étudiants pouvaient faire des projets pour aller au-delà de ce qui s'est passé dans le bataillon numéro 2, mais ailleurs. J'adore cet aspect interactif. Le fait d'utiliser Google Maps, c'est formidable. On peut maintenant recevoir 2 questions de l'auditoire. Voici une question pour Cathy. Est-ce qu'une photo existe qui identifie les membres du bataillon numéro 2 et leur orchestre? Cette personne aimerait trouver les noms. Est-ce qu'il y a des photos? Oui, il y a une photo célèbre qui énumère les membres de l'orchestre qui venaient du Nouveau-Brunswick. Il y a également une autre photo qui a été prise en France. Alors, je pourrais partager les noms des personnes qui faisaient partie de ces groupes.
je vous l'enverrai. Et pour les autres soldats, oui, on pourra vous communiquer l'information. Et vous pouvez vous rendre à blackcanadianveterans.com pour trouver d'autres photos. Alors, un enseignant de l'année 10, où peut-on trouver ces vidéos pour les utiliser? Une autre question pour Cathy. C'est pas juste. Concernant les vidéos, vous pouvez trouver ça à la commission scolaire York et on a une série de vidéos sur l'histoire des vétérans noirs des Forces armées canadiennes. Alors, une dernière question. Que peut-on faire pour améliorer la représentation dans l'étude et la pratique de l'histoire militaire? Shirley, pourriez-vous répondre à la question? Eh bien, je crois, nous devons continuer à reconnaître les histoires d'individus avant de perdre ces histoires. On a des photos d'il y a quelques années où il restait seulement un ou deux de ces vétérans. Dans certains cas, on a pu saisir leur histoire. Dans d'autres cas, on ne l'a pas obtenue. Alors, c'est des histoires qui ont été perdues. On a parlé de ce type d'événement. On parle du travail fait par Cathy. On parle de ce que fait Kevin. Et je crois que nous devons continuer à faire cela pour partager la bonne parole, pour créer et susciter de l'intérêt, pour utiliser les médias sociaux, communiquer ces histoires et encourager d'autres personnes à se renseigner et à se parler entre nous pour connaître ces histoires. Monsieur Clark, le plus important pour nous, c'est de se rappeler que les forces militaires ne sont pas distinctes de nous. Chaque citoyen est potentiellement un combattant ou un soldat. Et on pourrait tous avoir des membres de notre famille qui sont dans les forces armées. Mais le point majeur, c'est que les militaires ne sont pas distincts de nous. Les militaires proviennent de notre société. C'est composé des citoyens et ils doivent écouter les gouvernements élus démocratiquement qui doivent créer la décision du peuple. Il n'y a rien de plus important que l'intervention dans la guerre ou du maintien de la paix. Alors nous devons comprendre, nous les étudiants et les enseignants, tout le monde doit comprendre que ce que fait les forces militaires est un reflet de nous, des valeurs de notre société. Alors nous devons avoir une connaissance de notre histoire, de nos engagements, pour comprendre quel est le bon exercice du pouvoir et le mauvais exercice du pouvoir. Les forces militaires vont refléter les grandes valeurs d'une société. En tant que société, si la société reconnaît qu'elle a le droit et la responsabilité d'imposer ses droits partout. Aretha Franklin avait une réponse. Elle parlait de respect. Je sais ce que ça veut dire pour moi, le respect. Oui, si nous, en tant que peuple, en tant que gouvernement, nous respectons les différentes cultures, on va créer un organisme inclusif où tout le monde sera représenté parce que ils sont respectés et acceptés. Merci, Kevin. Cathy, le dernier mot. Vous êtes historienne publique. Parlez-moi un peu de la pratique de cette histoire militaire. On est tous assis dans des chaires et il faudrait créer une chaire dans l'histoire militaire noire. Je trouve qu'il y a différents régiments qui ont eu des membres noirs dans leur bataillon.
Et ces régiments nous contactent pour dire « j'avais 2 personnes dans notre unité ». Alors, il faut communiquer l'information des régiments, obtenir l'information des descendants, impliquer leurs enfants. Les médias sociaux, c'est un bon moyen d'obtenir de l'information. J'aimerais voir un autre événement de ce genre au musée de la guerre ou au musée de l'histoire. Il faut réunir l'information. Merci beaucoup. Très brièvement, moi, je voulais voir plus de statues et de monuments. Des statues et des monuments. Et si on les demande, on les aura. Alors, vous l'avez entendu, vous voulez des statues et vous, une chaire dans l'histoire militaire des Noirs. Formidable. Cela résume notre période de questions et réponses et notre présentation du panel. Alors oui, je vais demander à Dean Oliver de clore ce programme. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Merci beaucoup, tout le monde. Il est clair que le musée de la guerre sera très occupé dans les années à venir. J'aimerais remercier le panel de cette discussion qui a suscité beaucoup d'émotions et de pensées. Beaucoup de groupes sont venus ici, beaucoup de visiteurs distingués, mais personne nous a plus honorés que vous. Votre service, vos paroles, les histoires, le programme que vous avez présenté et votre recherche aura de l'influence sur l'histoire militaire du Canada pendant des années à venir. J'aimerais vous dire que le musée de la guerre travaille maintenant avec le musée militaire de Niagara pour prolonger cette exposition ici à Ottawa et pour créer une exposition itinérante de l'histoire militaire des Noirs qui va visiter le Canada dans les années à venir. J'aimerais remercier tous ceux qui ont rendu cet événement possible, y compris l'équipe qui nous a servi ici au musée de la guerre et au musée de l'histoire. Finalement, et pas des moindres, merci à tous les téléspectateurs qui ont choisi d'être parmi nous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et j'ai hâte de vous revoir ici à des événements de ce genre. Maintenant, j'inviterai le Dr Clark à réciter son propre poème concernant les couleurs. Dr Clark. Ils ont porté le drapeau. Les hommes du bataillon de construction numéro 2, des Canadiens, des Américains, des gens des Caraïbes, se sont rendus dans les tranchées de deux fronts. Ils devaient se battre 2 fois, pas une seule fois. Ils pensaient qu'ils pouvaient se joindre à cette grande guerre, à battre l'ennemi et obtenir de l'honneur. Et ils voulaient en fait atteindre l'égalité, le droit humain, à la dignité humaine, pour en fait essayer de vaincre ceux qui voulaient la suprématie et qui croyaient que les Africains étaient mieux comme des esclaves ou des opprimés. Mais ces soldats ont manifestement démontré qu'aucun être humain n'est inférieur et ont établi le fait qu'il n'y aurait jamais de véritable paix à moins que chaque société ne connaisse la véritable justice. Ces hommes, ces Canadiens, ces Yankees, ces Antillais, ces Africains étaient tous des gens qui voulaient la liberté. Et ces hommes, ces Canadiens, ces Yankees, ces Antillais et ces Africains étaient tous des gens qui voulaient la liberté partout.